Nous avons en effet, et pour faciliter la présentation, prévu de dérouler en deux temps notre propos. Un premier temps qui correspond à une situation, j'allais dire, peut-être plus fréquente en pratique. Premier temps, le candidat à recruter réside dans notre région et présente un titre de travail. Le titre de travail, c'est-à-dire l'autorisation administrative l'habilitant à travailler dans notre pays. Et puis, deuxième temps, lorsque le chef d'entreprise a lancé son offre de recrutement et que se présente à lui un candidat qui ne présente pas un tel titre, a fortiori lorsque, pour voir l'emploi en question, le candidat n'est pas présent sur le territoire national, bien, donc nous trouvons dans cette deuxième situation qui nous sera présenté tout à l'heure par M. Piron. Venons-en maintenant à la première situation. Le candidat présente un titre qui l'habilite à travailler. Monsieur Frouin, comment faire dans ce cas pour l'employeur? L'employeur a un certain nombre de vérifications à opérer. Quelles sont ces vérifications? Comment faire? Alors, bonjour à tous. Oui, merci. Alors, il s'agit de la démarche dite de vérification préalable à l'embauche. De quoi s'agit-il exactement? C'est une démarche qui est destinée à lutter contre la fraude et à prévenir l'embauche d'un étranger sans titre. C'est une obligation légale qui est faite à l'employeur, qui est donc tenu de vérifier auprès de l'administration la situation de l'étranger candidat à l'embauche. Ça se traduit dans le Code du travail par plusieurs dispositions. Dans la partie législative, donc dans l'article L 5221-8, qui nous dit que l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? On a l'article R 5221-41 du Code du travail qui nous indique que, donc en application du précédent article, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. À cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. Pratiquement, cette demande se fait par courriel. Visuellement, c'est vraiment la modalité la plus pratique et la plus rapide. Dans un délai de 48 heures, hein, l'administration a 48 heures pour répondre, eh bien, l'administration va examiner la demande de l'employeur, au soutien de laquelle l'employeur va nous communiquer une copie du titre de séjour pour lui confirmer si oui ou non la personne est bien titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, une activité salariée. Alors concrètement, si à défaut de réponse dans le délai de 48 heures, l'employeur est réputé avoir accompli la formalité. Cette formalité sera réputée accomplie. On ne pourra pas reprocher ensuite à l'employeur d'avoir recruté une personne qui n'était pas autorisée à travailler, ce qui peut arriver, j'y reviendrai ensuite. Alors, dans le cas de fraude à l'identité dont l'employeur serait manifestement complice, la responsabilité est évidemment engagée, ça va sans dire. Et enfin, s'il ressort des vérifications effectuées par l'administration que l'étranger recruté n'est pas autorisé à travailler, l'employeur doit mettre fin à cette situation, quand bien même il en aurait été informé au-delà du délai de 48 heures. Je m'explique. Il arrive parfois, au regard du flux très très important de demandes de vérification préalable dont la préfecture est rendue destinataire, que nous ne sommes pas en mesure d'apporter la réponse dans ce délai de 48 heures. Il arrive bien souvent que nous examinons les demandes un peu plus tardivement. Quand bien même nous sommes dans l'obligation, lorsque la personne
lorsqu'il ressort des vérifications que la personne n'est pas autorisée à travailler, d'en informer l'employeur pour qu'il mette fin à cette situation d'emploi. Alors, pour inconfortable que cette situation soit, eh bien, l'employeur est quand même tenu d'y mettre fin. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'obligation qui est faite aux employeurs de faire vérifier préalablement à l'embauche le titre de séjour, en tout cas le fait que la personne qui sera recrutée est bien autorisée à travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est que passé ce délai 48 heures, la démarche, l'obligation est réputée accomplie par l'employeur. Et c'est bien l'essentiel que vous devez retenir. Merci beaucoup, Monsieur Frouin. Donc, nous l'avons bien identifié. Lorsque le candidat se présente avec un titre de travail à l'employeur, eh bien, il appartient à l'employeur de se rapprocher de sa préfecture par courriel pour que celle-ci puisse vérifier que le candidat en question justifie de l'autorisation de travail qu'il prétend détenir. En effet. Embaucher un salarié, après cette formalité, c'est aussi embaucher un salarié étranger. Après cette formalité, c'est aussi embaucher un salarié et bien entendu, la vérification auprès de la préfecture est indépendante de l'embauche en général. Elle est particulière à l'embauche d'un étranger, mais elle est indépendante de l'embauche en général. Et s'il fallait le redire ici, même si c'est une évidence pour chacun d'entre vous, l'embauche du salarié devra donner lieu à la déclaration préalable à l'embauche, au contrat de travail et finalement pourra nous permettre d'inscrire la collaboration de cette personne dans un parcours de développement des compétences. Et eh bien, c'est sur ce développement des compétences que nous vous proposons le témoignage de M. Grelier et Begnat. Monsieur Grelier, vous êtes le directeur du Château Lavarrière à Brissac, Loire-Aubance, si j'ai bien noté le nom exact de la commune. Et je vous propose de présenter votre entreprise, de présenter Monsieur Begnat, sauf si Monsieur Begnat veut nous dire quelques mots de présentation lui-même. Et puis, je vous propose de nous décrire quel a été votre parcours en commun entre le Château Lavarrière et Monsieur Begnat pour nous conduire à la situation actuelle qui, je crois, vous satisfait entièrement. Bonjour à tous. David Grelier, directeur du Château Lavarrière. Château Lavarrière, c'est une exploitation une exploitation viticole qui se situe à Brissac, Loire-Aubance. C'est une exploitation relativement importante puisqu'on a 150 hectares de vignes. Le fait d'exploiter 150 hectares de vignes et de transformer totalement la récolte nous impose d'avoir un certain nombre de salariés sur l'exploitation. Aujourd'hui, il est assez difficile de trouver des salariés agricoles relativement formés, en particulier sur le travail de vigne et sur le poste de tractoriste. Donc, la situation est assez claire pour nous. On a énormément de flux de travailleurs saisonniers. Et dans ces travailleurs saisonniers, on repère les meilleurs éléments et on leur propose en général de poursuivre l'expérience au sein de notre entreprise à travers soit un CDI, soit un contrat GEC pour pouvoir les former. Dans le cas de M. Begnat, qui est à côté de moi, il est venu faire la taille en 2020. La taille de la vigne, il s'est présenté en tant que travailleur saisonnier en 2020 sur l'exploitation. Il a été embauché, il a
il a fait preuve d'énormément de volonté et de beaucoup de compétences. Assez rapidement, j'ai repéré toutes ses qualités et en fait, je lui ai proposé un parcours de formation à travers un contrat GEC par l'intermédiaire d'Elio Réseau. Ce contrat GEC qui nous permet deux choses. Il nous permet d'avoir dans notre entreprise une personne presque à temps complet, c'est-à-dire autour de 90% du temps sur l'exploitation. Et en parallèle, cette personne bénéficie de formations spécifiques à nos métiers, mais aussi un peu à la carte. Et dans le cas d'Issam, c'était aussi important pour lui de perfectionner son français. Donc, il a eu une formation de français et en complément de toutes les formations agricoles et viticoles classiques. À l'issue de ce contrat GEC qui a duré 18 mois, on a évidemment concrétisé et on est parti vers un CDI. Donc voilà. Et donc l'expérience s'avère extrêmement concluante parce qu'on a la chance avec le milieu agricole en France s'est fortement rétréci. L'expérience de l'agriculture est assez primordiale pour avoir des salariés plus vite compétents qui sont plus intégrés au mode de travail très très particulier de l'agriculture. Hein. C'est du travail en extérieur, du travail extrêmement lié à la météo. Des moments de travaux plus intenses, des moments plus calmes. Quand on a des gens qui ont cette expérience-là dans leur pays, c'est quand même beaucoup plus facile. Aujourd'hui, en France, on a quand même beaucoup de difficultés à trouver ces profils. Donc, se tourner vers des travailleurs étrangers, c'est extrêmement important pour nous. Alors, Monsieur Grelier, je vais reprendre la parole pour répondre à une question en précisant que le contrat GEC, en réalité, le GEC en question est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, le contrat GEC, en réalité, c'est un contrat de travail conclu par le GEC, par le groupement d'employeurs en question, qui vous met ensuite à disposition le salarié, au cas particulier Monsieur Benyat, pour ensuite, disons, pour lui permettre de suivre son parcours de formation et de qualification. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, nous dire finalement quelle est la situation de Monsieur Benyat aujourd'hui, après ce parcours de formation, et quelle est, comment finalement, quelles peuvent être les perspectives de renouvellement des compétences ou d'acquisition de nouvelles compétences de Monsieur Benyat aujourd'hui? Bonjour à tous, Issam Benyat. J'ai travaillé à Château-Lavarrière, j'étais saisonnier 2020. Après, j'ai fait une formation, le GEC donne 18 mois. Et après, quand j'ai fini une formation, j'ai signé un CDI, je suis embauché. Et j'ai forcé de prendre français avec le GEC, ça m'intéresse bien. Et j'ai prendre beaucoup de choses pour l'agriculture. Parce que déjà, je travaille l'agriculture au Maroc et j'ai l'habitude, j'ai l'expérience. Ouais. Oui, donc voilà, c'est ce qui nous a intéressés. Donc en fait, l'idée qu'aujourd'hui, le parcours d'Issam, d'abord, il y a énormément de progression sur l'acquisition du français à travers le parcours GEC. Ça, c'est très important. Alors, sur la façon de parler, c'est peut-être le point de progrès à avoir, mais par contre, il n'y a aucun souci de compréhension, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, surtout, une vraie connaissance du milieu agricole, comme il a pu le dire. Et puis, nous, on a des projets, en fait, d'évolution de son poste vers des travaux plus pointus. Monsieur Benyat a
passé le Certifito, qui est une certification qui lui permet l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en viticulture et en agriculture d'une façon générale. C'est quand même une compétence qu'il a eue haut la main au niveau de sa formation, et ça lui permet aujourd'hui de participer au traitement sur le vignoble. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. On voit petit à petit sa progression sur tous les postes, ses compétences en termes de conduite de tracteur, ses compétences en mécanique et ses compétences peut-être à terme aussi au niveau de la vinification. Voilà, dans une exploitation viticole, on a à la fois un travail en vigne qui nécessite des compétences particulières et un travail en chai qui nécessite d'autres compétences particulières pour faire en sorte que le vin soit élevé conformément aux règles de l'art, si je puis dire. Voilà les différentes catégories de compétences très, très rapidement brossées. Et donc, Monsieur Bégnat, vous êtes aujourd'hui agent viticole tractoriste en contrat à durée indéterminée au Château Lavarrière. Et ça, je crois, depuis plusieurs mois maintenant. C'est juillet. Juillet 2020. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous. Voulez-vous ajouter un point ou un autre de précision que nous n'aurions pas, sur lequel nous ne serions pas arrêtés à cet instant? Moi, je veux simplement dire que pour les entreprises, il n'y a aucune problématique. On a quand même un public, quand on embauche des étrangers, qui est en général très, très attentif et qui fait montre de courage et de volonté de progresser. C'est quand même extrêmement agréable. Alors, il y a quelques points de vigilance, en particulier quand on parle de relations avec l'administration, tout ce qui est point à suivre à titre personnel. Je pense particulièrement au suivi au niveau des impôts. Enfin, il y a besoin d'un certain accompagnement personnel quand même, malgré tout, mais c'est pas extrêmement lourd. On y est assez rodé, je dirais, en tant que Français. Donc, il est hyper important pour eux de les accompagner dans ces démarches administratives parce que ce n'est pas forcément simple. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça permet de mettre les gens dans une certaine disposition et en confiance, en tout cas. Merci. Le candidat à recruter est présent sur le sol national. Il est étranger, il justifie il se présente avec un titre de travail. Nous venons de faire le tour de cette situation particulière. Autre situation, le candidat ne présente pas un titre de travail, ne présente pas l'autorisation de travail l'habilitant à travailler dans notre pays, ou encore n'est pas présent sur notre territoire national. Monsieur Piron, vous êtes responsable de la plateforme main-d'œuvre étrangère compétente pour les Pays de la Loire. Que convient-il de faire dans ce cas-là? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui, très bien, merci. Donc, qu'est-ce que la main-d'œuvre étrangère? C'est comme M. Bégnat. Souvent, ce sont des gens extrêmement qualifiés. Je tiens à casser quelques tabous tout de suite. La main-d'œuvre étrangère, c'est 30 à 35% de gens qui ont des bac+5, par exemple. Il n'y a pas un hôpital rural qui fonctionnerait sans la main-d'œuvre étrangère. Donc, ce sont des gens souvent qui arrivent avec des compétences et dont les entreprises ont besoin. Donc, main-d'œuvre étrangère, qui sont les étrangers? Tous les citoyens hors Union européenne et la Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que la Suisse. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Donc, tous les citoyens de nationalité hors Union européenne ont besoin d'une autorisation de travail, qu'ils soient résidents en France, qu'ils soient résidents hors de France, c'est ce qu'on appelle l'introduction. Quel que soit aussi un petit peu leur statut, vous pouvez avoir des demandeurs d'asile, vous pouvez avoir des étudiants. Alors, petit cas précis sur les étudiants, toute entreprise peut embaucher un étudiant à moins de 964 heures par an sans nécessiter pour une fois une autorisation de travail. Dès l'instant où il fait plus de 964 heures par an, ce travail doit être en relation avec ses études et là, il faudrait une autorisation de travail.
Et il y a encore un cas exceptionnel pour les étudiants, ce sont bien sûr les Algériens. Les Algériens ne dépendent pas du code d'entrée et du séjour des demandeurs d'asile, donc ils dépendent, vous savez bien, des accords d'Évian. Donc il y a des spécificités un peu pour les Algériens. Donc la plateforme de la main-d'œuvre étrangère a une compétence géographique, si on peut descendre un petit peu, qui se situe sur 3 grandes régions: l'Occitanie, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons en plus, comment dirais-je, l'île de la Réunion et l'île de Mayotte. Donc, comme vous avez vu, la France est divisée en 7 plateformes de la main-d'œuvre étrangère, donc celle de Tulle dont vous dépendez. Et vous pouvez également dépendre d'une autre plateforme qui s'appelle la plateforme d'Avignon, qui, elle, a une compétence nationale pour tous les travailleurs saisonniers. Alors, quand j'appelle saisonniers, c'est des gens qui ont des titres de séjour saisonnier. Je crois que M. Beigna, à l'origine, est venu avec un titre de travailleur saisonnier, c'est-à-dire qu'il peut rester 6 mois sur le territoire, et normalement, il ne peut pas aller au-delà de 6 mois, mais son visa est valable pendant 3 ans. Donc, il peut revenir très régulièrement faire les saisons. Donc, on va aller encore un petit peu plus loin. Voilà, donc là, on a vu un petit peu la zone de la plateforme. Ce n'est pas très intéressant, c'est notre organisation interne. Juste après, on a une petite photo pour vous montrer. Voilà, la plateforme de la main-d'œuvre étrangère est une procédure dématérialisée. Vous devez aller sur le site qui est cité dans le document que vous avez sous les yeux. Sur ce site, c'est PREF étranger-travail en France. Vous tapez ça sur Google, vous allez le trouver. Donc, vous voyez que ce sont des humains derrière. Mais et voilà, on va rester un peu plus longtemps sur cette diapo-là. Toute la procédure passe par cette plateforme-là. C'est-à-dire que vous avez un étranger, on a défini, hors Union européenne, qu'il soit présent en France, qu'il soit hors de France, que vous voulez faire venir, quelqu'un qui veut créer son entreprise aussi, qui est étranger, va passer cette plateforme. Vous avez les demandeurs d'asile, les étudiants, et également les stagiaires, puisque beaucoup d'entreprises accueillent des stagiaires. Donc, vous devez faire dans tous les cas de figure une demande sur la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites la demande sur la plateforme, ça vous prendra, je vous jure, 10 minutes. 10 minutes maximum pour faire votre demande. Vous avez également un numéro vert qui est cité un petit peu plus loin dans la présentation. Si vous avez un problème pour déposer votre demande, vous avez un numéro vert qui s'appelle le centre contact citoyen que vous pouvez appeler à tout moment pour vous aider à déposer la demande si jamais vous aviez un blocage. Le principe, c'est que vous allez sur la plateforme, vous ouvrez un compte et par ce compte, par cette boîte mail, vous allez avoir un échange permanent. Donc voilà, vous avez le CCC au 0806 001 620 et l'adresse est https administration étranger en France intérieure. Bon, vous tapez sur Google administration étrangère en France intérieure et vous tomberez sur la plateforme systématiquement. Comment est aiguillée la demande? À partir de votre numéro de SIRET, elle va directement s'aiguiller vers la bonne plateforme, si c'est Tulle, si c'est Clermont-Ferrand, si c'est Béthune, en fonction de votre département d'origine. Donc on a vu plusieurs types d'étrangers sont concernés. Les gens qui sont en France, les gens qui sont hors de France, les étudiants, les demandeurs d'asile, les stagiaires. Donc vous voyez, au début de votre demande, vous allez trier votre catégorie. Je fais une demande pour un demandeur d'asile, je fais une demande pour un étudiant. On va, nous, travailler après sur plusieurs critères pour vous délivrer l'autorisation de travail. Le premier critère, alors c'est le plus facile et difficile à comprendre, c'est le critère d'opposabilité à l'emploi. Alors, qu'est-ce que l'opposabilité à l'emploi? Le principe est qu'avant de fournir le travail à un étranger, vous devez vous assurer que personne n'a postulé avant sur ce travail, notamment pour l'introduction, mais même pour les résidents en France. Donc, vous devez être capable de nous montrer que vous avez fait paraître auprès de France Travail, auprès de l'APEC, une demande de recherche d'emploi pendant une durée d'au moins 3 semaines. Ne sont pas concernés les métiers dits en tension. Et c'est là où la difficulté arrive, c'est que si je vous dis que les métiers de la restauration et l'hôtellerie ne sont pas en tension pour les 3 régions dont j'ai la responsabilité, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais les métiers en tension sont définis par un arrêté du 1er avril 2021 et ne sont pas concernés, par exemple, les métiers de la restauration. J'ai une bonne nouvelle, c'est que ça doit être revu au mois de juin, cette nouvelle liste des métiers en tension. Donc, elle devrait s'assouplir. Elle s'est déjà assouplie début mars
tous les métiers liés à l'agriculture, depuis début mars, sont considérés comme métiers en tension. Donc, les gens qui font des demandes, je vous regarde au château là-bas, vous n'avez pas à nous prouver que vous avez fait l'offre d'emploi pendant 3 semaines si vous travaillez dans la vigne, dans l'agriculture, dans le maraîchage et même dans l'élevage. D'accord? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Les dernières revendications ont au moins amené ça. D'accord? Donc, voilà, c'est assez facile. Donc, nous, on va regarder ce critère-là. L'opposabilité à l'emploi. Si on peut passer à la diapo suivante, on va regarder aussi la qualité du demandeur. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait bien ses déclarations sociales? Vous le disiez tout à l'heure avec beaucoup d'humour, vous avez l'habitude. Donc, on va voir si vous êtes bien en règle avec l'URSSAF, si vous n'êtes pas connu de la DDETS, de l'inspection du travail, si vous n'avez pas eu des condamnations. Et on va se regarder aussi que vous respectez bien les règles générales de santé et de sécurité. On va regarder un peu la qualité de l'employeur. Il ne s'agit pas de faire de la traite des humains et de mettre quelqu'un chez un employeur malveillant. On voit qu'on a affaire à un employeur bienveillant. Donc là, on va dire c'est bon, c'est un employeur bienveillant. Il paye ses déclarations, il paye ses URSSAF, il respecte toutes les règles de sécurité. Il n'est pas connu négativement de la DDETS. Donc, vous pourrez aller travailler au Château La Barrière. Il n'y a pas de souci. Et on va regarder aussi, enfin, un autre... les conditions de salaire. Eh bien oui, on va regarder par rapport à la convention collective si le salaire proposé est bien en réalité avec le salaire proposé. D'accord? Ça, c'est important. Si vous payez quelqu'un qui doit être sur la convention collective, on va dire en dessous du SMIC, il faudra quand même respecter le SMIC. Des fois, les conventions collectives sont un petit peu en retard, mais il faudra au moins le payer au SMIC et nous, on s'assurera que vous le payez bien au SMIC. Et enfin, il y a des conditions spécifiques de l'activité considérée. Mais là, bon, c'est très spécifique. C'est les médecins, par exemple. Il y a des conditions spécifiques. Les aides soignantes, il faut un diplôme. Voilà. Donc, le principe, je veux un petit peu désacraliser tout ça. Vous faites la demande sur la plateforme et si la situation est un peu particulière, vous avez un onglet observation. Ben, n'hésitez pas à nous mettre dans l'onglet d'observation en disant ben oui, il avait un titre VPF, donc il n'y a pas besoin d'autorisation de travail, mais voilà, cette personne a divorcé, elle veut aller sur un statut salarié, ou alors, cas classique, je ne suis pas les métiers en tension. Eh bien non, je n'ai pas déposé 3 semaines d'annonce. Mais c'est un gars que j'avais chez moi en formation, je l'avais comme apprenti. Vous nous le dites dans l'onglet d'observation, vous nous mettez le contrat d'apprentissage, on va dire, bah oui, il ne va pas aller recruter quelqu'un et faire une prof alors que c'est un étranger qu'il a lui-même formé. Donc voilà, l'onglet observation, n'hésitez pas. On n'est pas des machines derrière, ce n'est pas encore ChatGPT, on a encore des gens qui réfléchissent et qui peuvent comprendre les changements de situation et les difficultés de la situation. Donc, par contre, on n'échangera que par la plateforme, que par mail. Bon, ça, c'est l'avantage de la dématérialisation. Pourquoi? Il y a des coûts derrière. C'est-à-dire que nous, à Tulle, à 18, en 2 ans, on a traité plus de 102 000 demandes. Avec cette plateforme, on a traité, je crois, 750 000 demandes en 2 ans. Donc, on a une capacité d'absorption qui est beaucoup plus importante que d'avoir 1 ou 2 fonctionnaires par département. Alors, je sais bien que les entreprises, ils appelaient les ex-directs, ils connaissaient la personne pour recruter, c'était plus facile. Là, on passe par une plateforme, on travaille sur des gros volumes. Voilà, on travaille sur des gros volumes. La plateforme de Tulle, c'est 18 agents, c'est 200 demandes par jour. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée aussi du volume qu'on a à traiter. Mais nous ne sommes pas des machines. Nous tenons compte de la qualité de l'employeur et de la qualité de l'employé. On va regarder aussi sur ça. Alors, quelqu'un qui vient hors de France, on va être très exigeant. On va demander un petit peu s'il a des diplômes ou déjà un CV, puisque des fois, ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont... C'était peut-être le cas de M. Bénia, il avait déjà une grande expérience professionnelle. Donc, on va lui demander tout simplement son CV. Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on vous demande des fois des choses un petit peu complémentaires. C'est pour éviter qu'il y ait un blocage de visa. Parce que nous, on donne l'autorisation de travail, mais des fois, les consulats ne sont pas du tout d'accord. Alors, on préfère s'assurer en amont que tout va bien, que le gars a bien le bon profil. S'il a déjà travaillé dans l'agriculture, qu'il a un CV agricole, je pense que je me rattache à M. Bénia parce que c'est exactement ce qui s'est passé, certainement. Il est venu en saisonnier, il avait déjà une compétence, donc vous l'avez recruté pour cette compétence. On recrute les travailleurs étrangers pour leurs compétences. Voilà. Donc voilà, je voulais un peu simplifier. C'est très, très analytique ce que je fais, mais n'hésitez pas à faire des demandes sur la plateforme, et même si on vous la clôture, clôture, ce n'est pas un refus. Un refus, c'est niet, je ne veux plus vous voir, il y a un problème, ça ne marche pas. Mais la clôture, simplement, à T0, ça ne marche pas. Et souvent, plutôt que de clôturer,
on verra dans la discussion qu'on vous aurez, attention, il manque telle pièce, attention, il manque telle pièce, et on va vous aider à monter le dossier, en fait. Et si on n'a pas besoin de l'autorisation de travail pour une raison X, Y, Z, on vous dira et on vous l'écrira, et vous aurez une réponse de la plateforme qui dit, ben voilà, je n'ai pas besoin d'autorisation de travail parce que je suis dans tel cas spécifique. Mais au moins, vous, en tant qu'employeur, ben, vous serez un peu verrouillé par rapport à ça. Voilà. Le tout, ce n'est pas d'employer quelqu'un sans autorisation de travail. Et même au sein d'une entreprise, quand vous passez de CDD à CDI, il faut que vous refassiez une demande. Chaque nouveau contrat, pour l'instant, demande une autorisation de travail. Voilà. C'est un petit peu particulier, mais quelqu'un qui est déjà en CDD, ben, ça va vite. Vous nous mettez son contrat de travail en pièce jointe et vous dites, voilà, moi, je le passe en CDI et on vous donnera l'autorisation de travail très vite. Dernier point, parce que M. Frouin ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais enfin si, malheureusement, l'autorisation de travail ne vaut pas autorisation de séjour. Les grands chefs, c'est les préfets. Les grands chefs, c'est les préfectures. Nous, on peut donner l'autorisation de travail, que ce soit quelqu'un en France ou hors de France, et le consulat peut dire non, toi, tu ne rentreras pas. Parce qu'il peut y avoir d'autres raisons derrière, de sécurité publique. Et le préfet, on a donné une autorisation de travail. Ben oui, mais entre-temps, il y a eu un problème, on n'avait pas connaissance, mais le préfet a des compétences au niveau du service des étrangers, il peut refuser de donner le titre de séjour. D'accord ? Il peut y avoir un petit blocage, d'où ce que vous expliquiez, M. Frouin, 48 heures avant de la prise de fonction, de refaire un petit retour à la préfecture pour avoir tous les Saints-Sacrements. Voilà. Donc, étranger hors Union européenne suisse, quel que soit son statut, il vaut mieux s'adresser à la plateforme. Et si on n'a pas besoin, parce qu'il y a un titre VPF ou quoi que ce soit, on vous dire non, il n'y en a pas besoin. Et sinon, on vous délivrera l'autorisation de travail qui permettra à la personne d'obtenir son visa s'il est à l'étranger. C'est très important. Donc là, il va venir avec un visa, il devra valider dans les 3 mois. Et après, il repassera à la préfecture pour avoir un titre de séjour salarié. Ça, c'est la complexité de l'administration française et de toutes ses spécificités. Mais voilà un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et nous sommes toujours à votre service pour répondre aux interrogations. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Piron. Nous avons plusieurs questions dans le chat et je vais les lire et vous proposer d'y répondre alternativement. Alors, donc nous avons donc une première question qui porte sur, donc je pense que c'est à vous, Monsieur Frouin, que cette question est destinée. Donc, qu'en est-il des visas ou autres documents officiels? Finalement, quelle est la valeur d'un visa? Si je peux exprimer cela comme ça, ou résumer cela comme ça. Alors, il s'agit d'une question sur la nature des documents qui peuvent t'autoriser ou non à exercer une activité salariée. Le visa, tout dépend du visa. Par exemple, on va avoir un visa de long séjour valant titre de séjour qui peut autoriser son titulaire à travailler. Ce ne sera pas le cas, évidemment, d'un visa de court séjour dont la durée de validité n'excède jamais 90 jours, puisqu'il ne donne pas vocation, sauf quelques exceptions, mais que je n'évoquerai pas ici, pardon, il ne donne pas vocation à son titulaire à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Donc, c'est quelque part la mission de la préfecture de pouvoir vérifier cela pour les employeurs dans le cadre de la procédure de vérification préalable que j'ai décrit succinctement tout à l'heure. Effectivement, 48 heures avant le recrutement, l'employeur nous envoie sa demande avec copie du document présenté par la personne à recruter et alors nous on pourra expertiser le document. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est toujours un peu plus compliqué que ça parce que comme le disait M. Piron, les règles de l'administration, particulièrement en matière de droits étrangers, sont passablement complexes, mais ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que les titres vie privée familiale, c'est que les cartes de résident d'une durée de validité de 10 ans, ce sont 2 grands blocs très, très importants et permettent à leurs titulaires d'exercer de plein droit toute activité professionnelle sans avoir à solliciter
une autorisation de travail. Il n'empêche que, et ça peut arriver, que des candidats à un emploi présentent des titres falsifiés. Il arrive régulièrement que, à la faveur de vérifications préalables, nous détections des faux. Donc, l'employeur peut de bonne foi bien dire « je vais recruter cette personne, elle me présente un titre de 10 ans » et il peut arriver que, à l'occasion des vérifications, eh bien, nous constations qu'il s'agissait d'un faux. Merci. Autre question qui, je pense, sur laquelle vous allez pouvoir nous répondre, Monsieur Frouin. Si le candidat est inscrit à France Travail, est-ce qu'il faut quand même vérifier sa situation à la préfecture, auprès de la préfecture? Alors, de mémoire, non, parce que logiquement, France Travail va procéder à cette vérification. C'est-à-dire que pour s'inscrire à ce qu'on appelait autrefois Pôle emploi et qu'on appelle aujourd'hui France Travail, il faut établir déjà être autorisé à exercer un emploi. France Travail fait ce travail préalablement à l'affiliation par leur service. Ok, très bien, merci. Monsieur Grelier, la question suivante vous est destinée, je crois. Comment préparer l'équipe à l'accueil d'un salarié étranger? J'ai pas forcément l'habitude de faire une préparation spécifique. Quand je rencontre en revanche une certaine opposition ou une certaine méfiance, j'ai l'habitude de faire travailler les gens ensemble, à 2, à 3. Et puis, assez rapidement, la compétence de la personne embauchée fait le travail, et sans compter que son attitude, en général, est assez réprochable. On arrive à faire travailler ensemble des communautés qui, habituellement, ne se côtoient pas. Et franchement, on y rajoute quelques moments conviviaux assez simples, hein, mais et puis tout fonctionne très très vite, et toute notion de racisme disparaît, hein, puisque faut parler franchement, ça disparaît extrêmement vite, quoi. Quand les gens se connaissent, c'est beaucoup plus simple. Merci. La question suivante, je pense que vous allez pouvoir, Monsieur Piron, y répondre. Peut-on établir un CDI à une personne étrangère ayant une autorisation provisoire de séjour avec une date de validité? Alors, oui, dès l'instant où alors, oui et non. Oui, dans le cas général, c'est-à-dire que vous avez même une autorisation provisoire de séjour, on vous allez demander l'autorisation de travail pour un CDI, donc une CDI, on va vous donner l'autorisation de travail pour le CDI. Là, après, la personne va aller au séjour, et c'est le séjour qui va donner le titre de séjour en fonction de ça, en disant, ben voilà, je te donne un titre de séjour salarié de 5 ans, mais qui sera de toute façon renouvelable, parce que le CDI, l'autorisation de travail, elle est valable pour tout le CDI. Si vous changez d'entreprise, il faut en demander un autre, mais c'est le séjour qui donnera par contre une contrainte de validité sur le titre de séjour, d'accord? Et non, non pour certaines catégories. Les étudiants n'ont pas de CDI, à moins qu'ils changent de statut. Ils ont leur diplôme, ils ont leur master, ouais, d'accord. Là, ils passent en CDI, on le prendra. Les demandeurs d'asile, jamais de CDI. Les demandeurs d'asile ne peuvent pas avoir un contrat de travail, de durée de travail, au-delà de la validité de leur attestation de demandeur d'asile. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les conserver par la suite. Ça veut dire que dans un premier temps, vous lui faites un CDD. Il a un nouveau attestation de demandeur d'asile pour 1 an de plus. Vous redemandez pour 1 an de plus un CDD. On vous le donnera ou pas. Parce qu'entre-temps, l'OFPRA aura étudié la demande d'asile, l'aura peut-être rejetée. La CNDA, la Cour nationale d'appel des demandeurs d'asile, l'aura peut-être rejetée alors qu'il avait ouvert ses droits au travail avant. C'est un petit peu complexe, mais déjà, le principe que vous pouvez reconnaître sur les demandeurs d'asile, pas de CDI. Pour les autres, oui. D'accord? Voilà. Ok, merci. Donc, une autre question à votre attention, Monsieur Piron. Si on fait une démarche sur la plateforme, a-t-on un suivi du dossier? Je pense que vous pouvez nous dire… oui. Monsieur Piron, votre micro vient de se couper.
Ça marche de façon très simple. Dès l'instant où vous faites la demande officielle, vous recevez un accusé de réception comme quoi la demande est reçue. Après, vous allez attendre un certain temps et malheureusement, je dis bien malheureusement, et j'en suis le premier coupable, ce temps est un peu long. Actuellement, on a des délais de 3 semaines à 1 mois d'attente. 3 semaines à 1 mois d'attente parce qu'on a été submergé sur le dernier semestre du nombre de demandes. C'est en train on a travaillé le samedi matin. Vous voyez, nous autres pauvres fonctionnaires, on travaille le samedi matin pour baisser un peu le nombre de dossiers. Donc là, actuellement, on est sur 3 semaines, 1 mois d'attente.